Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, ces sargasses qui ont encore envahi les plages du Vauclin. Aujourd'hui, de gros moyens ont été mis en place pour dégager le littoral. Une solution d'urgence qui ne satisfait pas les collectivités en recherche de réponses pérennes. Café, vitamines, gélules amaigrissantes, nous serions tous plus ou moins dopés. C'est ce qui ressort du colloque organisé par le Centre interministériel de formation antidrogue aujourd'hui. Un mort et plusieurs maisons parties en fumée. Vieux-Bourg aux Abîmes s'est réveillé dans les flammes ce matin. Un incendie impressionnant qui a mobilisé les équipes de pompiers de 3 communes alentours. Enfin, c'est parti pour 1 an et demi de travaux. Le grand port maritime de la Martinique a commencé son chantier d'agrandissement cette semaine. 3 hectares de plus sur la mer et une zone portuaire élargie. De quoi promettre un port plus efficace. C'est en tout cas ce que nous verrons avec notre invité, le président du directoire du grand port maritime, Jean-Rémy Villageois, qui est avec nous. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette nouvelle vague de sargasses qui s'est abattue cette semaine sur le littoral vauclinois. Ce matin, une entreprise de travaux publics est intervenue sur le site avec sa machine amphibie pour dégager les algues. Une solution d'urgence qui ne résout pas le problème. Pendant que les collectivités se creusent la tête, les riverains, eux, n'ont pas fini d'avoir mal à la tête. Guy Raphaël René. Initialement conçue pour le curage des cours d'eau, cette machine d'origine suédoise s'avère efficace pour ramasser les sargasses. Un nouvel outil complémentaire dans l'arsenal d'engins traditionnels qui ont parfois un champ d'action limité. Ici, on a la machine conventionnelle de travaux publics qui est une pelle de curage qui a un bras de 18 mètres, mais au-delà de 18 mètres, on ne peut pas ramasser les sargasses. Donc cette machine, elle peut aller plus loin et ramener pour la pelle. Qui peut charger les camions. On va beaucoup plus vite qu'avant et puis on arrive à avoir un résultat bien meilleur qu'avant. Une évasion qui a provoqué l'arrêt des activités nautiques à la Pointe-Fola. Depuis la dernière vague de sargasses, ce club a dû annuler tous les cours et depuis 3 jours, l'activité est réduite à néant. Les planches n'arrêtent pas de se bloquer, les katas pareil, ainsi que tout ce qui est autre activité kayak. Et ensuite le gaz que ça dégage, ça nous empêche vraiment de rester sur le site, quoi. Un phénomène qui impacte de nombreux secteurs d'activité. Pour lutter contre ces invasions massives et récurrentes, le Conseil régional a mis en place en 2011 et en 2014 des fonds destinés aux communes du littoral. Aujourd'hui, un bilan des travaux a eu lieu avec les différents acteurs de la filière sargasse. Quand les sargasses arrivent, c'est très bien qu'il y ait des solutions de valorisation de collecte. Et quand il n'y a pas de sargasses, qu'est-ce que l'on fait? Donc c'est tout cela qu'il faut pouvoir appréhender pour porter des solutions qui sont des solutions qui soient viables et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'irresponsabilité dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. Depuis 2011, la région a déboursé près d'1 million d'euros en faveur des communes touchées, dont 350 000 euros alloués au chantier d'insertion pour la collecte des algues. Concernant leur valorisation, une quinzaine de projets sont actuellement à l'étude. Et si le Vauclin est certainement la commune la plus touchée aujourd'hui, c'est également le cas du François. Vous voyez ces images aériennes des plages des quartiers Frégate et Pointe-Jacob au François. Les sargasses sont là aussi très présentes. Selon les pêcheurs qui vont quotidiennement au large, le pire est à venir. Voilà en tout cas des images signées Romain Ayotte de Madindrome qui sont, je vous le concède, impressionnantes. En Guadeloupe, incendie spectaculaire et mortel. Très tôt ce matin, un feu important s'est déclaré à Vieux-Bourg aux Abîmes. Plusieurs maisons sont parties en fumée. 3 communes ont dépêché leurs pompiers sur place pour circonscrire l'incendie. Des efforts qui n'ont pas empêché la mort d'un individu dans les flammes. Linda Kayarsi. Réveil difficile pour les riverains de ce quartier de Vieux-Bourg aux Abîmes. Vers 5h30 ce matin, un incendie dont on ignore pour l'heure l'origine a entièrement détruit plusieurs habitations. Une propriétaire, dont la maison a partiellement été touchée par les flammes, a tout juste le temps d'évacuer les lieux. J'ai entendu une explosion pendant 2 fois et j'ai cru que c'était, vous savez, les petits jeunes qui font n'importe quoi dans la rue. Après ça, je me suis rendu compte quand j'ai ouvert la porte et j'ai vu les flammes de feu. On a eu juste le temps de se sauver, c'est tout. Il aura fallu plus d'1 heure aux sapeurs-pompiers, des centres de Morne-à-l'Eau, des Abîmes et de Petit-Bourg pour circonscrire le feu. Malheureusement, l'incendie aura fait une victime. Il s'agirait d'une femme âgée. Après
Reconnaissance et le déblai depuis quelques heures. On a une victime à déplorer. L'affaire est confiée à la police. L'origine, les circonstances et les causes, non. L'affaire va être confiée également à un expert judiciaire qui est spécialisé en incendie. La famille de la victime ainsi que les propriétaires des habitations détruites par le feu ont été pris en charge par le Centre communal d'action sociale des Abîmes. Quand il y a des personnes qui ont perdu leur maison et qui doivent être relogées, donc nous les accompagnons sous le relogement en urgence, c'est-à-dire dès aujourd'hui même. Et nous mettons en place dans des cas très, très profonds comme celui-là, en lien avec les sapeurs-pompiers, le SAMU, la cellule d'écoute psychologique pour prendre en charge psychologiquement les personnes qui ont reçu. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire. Un peu plus tôt dans la matinée, un autre incendie s'est déclaré, cette fois à la rue Raspail à Pointe-à-Pitre. Fort heureusement, aucune victime, que des dégâts matériels. La Guadeloupe, où une vidéo fait le buzz depuis plusieurs jours, on y voit un homme lynché et frappé à coups de hache. La scène est datée du week-end dernier et localisée aux Abîmes. Des images qui choquent les internautes, d'autant que personne n'a porté secours à la victime. Seule une jeune femme semble lui porter assistance en se saisissant de la hache d'un des agresseurs afin de les repousser. Je vous préviens que certaines images peuvent choquer dans ce reportage signé Linda Kayarsi. Plus d'une minute insoutenable, mais suffisante pour faire le buzz sur la toile. La vidéo de l'homme agressé à la hache, dans la nuit de vendredi à samedi au Mont-de-Verguin aux Abîmes, a déjà été vue plus d'1 million de fois sur les réseaux sociaux et sur ce site américain très populaire dans le monde du hip-hop. Une agression violente qui fait l'objet d'une enquête et a permis d'identifier la victime, un jeune homme originaire du Cosier vivant en métropole, revenu au pays pour rendre visite à sa famille. Et contrairement aux folles rumeurs, l'homme aurait survécu à ses blessures. Selon les enquêteurs, ces blessures sont beaucoup moins importantes que ce que pouvait laisser supposer la vidéo. Pour l'heure, la jeune victime n'a toujours pas porté plainte. Quant aux auteurs de son agression et les témoins de cette scène, les investigations se poursuivent pour les identifier. Une scène d'horreur qui choque les internautes, mais aussi le préfet de région, Jacques Billan. Dans un communiqué, il condamne avec force cet acte de cruauté inqualifiable et appelle à un sursaut citoyen pour que chacun s'empare de cette réalité insupportable et la combatte par des comportements pacifiques et empreints de respect de la vie humaine. Et en Guadeloupe, comme en Martinique et comme partout dans ce monde, les populations seraient dopées. Du café aux vitamines, nous ingurgitons chaque jour de nombreux produits considérés comme des substances dopantes. C'est en tout cas le propos du CIFAD, le Centre interministériel de formation antidrogue. Aujourd'hui, il organisait un colloque pour alerter les forces de l'ordre ainsi que les encadrants sportifs et éducatifs sur les consommations à risque. Voyez plutôt le reportage d'Océlia Cartes avec Laura Châtenay-Rivaudet. Pour être top, booster ses performances intellectuelles ou encore lutter contre la fatigue, les produits ne manquent pas, mais quand il s'agit d'en parler... J'en ai pris, mais bon, j'en prends plus. À part le café, non. Non, je ne prends pas de vitamines. Je suis sportive, je ne prends pas de vitamines. Il suffit de bien se nourrir, et puis c'est tout. Pas du tout, un peu de marche, une hygiène alimentaire et c'est tout. De l'étudiant qui prend des vitamines en période d'examen à celui qui consomme des compléments pour développer sa musculation ou bien encore mincir, les profils sont multiples. Ils vont se diriger vers des produits minceurs, des produits, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, ou même pour les femmes, de plus en plus, des produits aussi pour aider à prendre du muscle, à prendre du volume musculaire pour le physique, par plaisir, ou pour l'esthétique. Et également pour la performance sportive. Mais ce que certains considèrent comme un petit coup de pouce sans danger s'assimile en fait pour les spécialistes à du dopage. Un sujet que connaît bien ce médecin. Depuis 15 ans, il tire la sonnette d'alarme sur la notion de conduite dopante. C'est la consommation de la vitamine C du matin, la tasse de café en trop, etc. À un moment, ces conduites peuvent s'avérer problématiques, soit parce qu'elles vont mettre en danger la santé de la personne, qui va par exemple mélanger tout un tas de produits qui sont nocifs pour sa santé, soit parce qu'elles vont mettre en danger la société elle-même. À force de consommer tous ces produits, est-ce qu'on ne va pas finir par se persuader qu'on en a vraiment besoin ? Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Dans une société où la quête de la performance est permanente, les usagers sont tentés de recourir à toutes sortes de produits. Imaginons une journaliste, au hasard, à qui on dit, voilà, tu as un reportage à tel endroit et... une demi-heure après, tu as un reportage à l'autre bout de l'île. On peut imaginer que vous vous soyez prise par le stress à un moment et vous dites, voilà, là je vais prendre un calmant pour affronter la situation, au moins je n'aurai pas d'accident sur la route, et quand j'arrive sur place pour me stimuler, parce qu'il faut que j'ai de nouveau la pêche, je vais prendre autre chose.
En 2013, le gouvernement a lancé un plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives. À ce jour, aucune étude ne permet de dresser un état des lieux. En revanche, selon un sondage, 1% de jeunes de moins de 11 ans a déjà consommé des produits dopants. Direction à présent le grand port de Fort-de-France qui a commencé sa mutation. 2 chantiers d'envergure ont été lancés cette semaine. On en parle avec notre invité, le président du directoire du grand port maritime. Bonsoir Jean-Rémy Villageois. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de discuter avec vous, je tiens quand même à vous montrer ce reportage. 2 chantiers d'envergure, je le disais, sont donc en cours, ont commencé cette semaine, mardi. On va aller voir ce que ça donne dans un instant avec ce reportage signé Loïc Régis qui nous montre donc ces 3 hectares de terre qui vont s'étendre sur la mer et tout ce qui va se faire sur le grand port. Regardez. La modernisation du grand port est lancée. Parmi les chantiers en cours depuis mi-avril, le remplacement de ce revêtement devenu obsolète. Incapable de supporter le poids des chariots cavaliers, il est remplacé par une nouvelle matière, plus résistante. Au total, 19 000 mètres carrés de terre-plein à rénover. On emploie une technique mixte béton bitumineux et liant hydraulique, donc du ciment, pour avoir les caractéristiques, les avantages des deux solutions techniques. Donc du point de vue béton bitumineux, la flexibilité et la rigidité du liant hydraulique. Des travaux qui ne doivent pas compromettre l'activité portuaire. C'est vraiment très compliqué. Parce que pour cette réalisation-là, il fallait consulter toute l'exploitation en amont, pour l'organisation des bateaux, les plannings, les phasages des travaux. Et surtout qu'il faut avoir l'accord aussi des dockers, qui est très difficile quand même pour réaliser les travaux à la pointe des grilles. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais le projet le plus lourd reste l'extension du terminal à conteneurs. Il débutera la semaine prochaine. 3 hectares à construire sur la mer, précisément ici, sur le plan d'eau de la pointe des Grives. Pour implanter le nouveau sol, une importante quantité de pierres sera déposée. Le principe, c'est quoi? C'est d'enlever les enrochements que nous avons derrière nous, pour utiliser le maximum de matériaux qu'on a sur le site, d'amener du remblai qui viendra de carrière, qui sera versé ici pour constituer la plateforme, et reprotéger par la suite ce remblai par les enrochements, pour qu'il soit protégé contre la houle et les différentes intempéries que pourrait subir le terminal. En fait, reconstituer la carapace qui existe actuellement de protection. En tout, 250 000 tonnes de cailloux. La majorité des pierres utilisées viennent de cette carrière située à Croix-Rivaille. Elles doivent absolument respecter un calibrage précis. Vu l'importance de l'opération pour nous, depuis quelques semaines maintenant, on essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir respecter déjà les cadences de production qui sont primordiales pour une telle opération. Donc là, ça a été l'essentiel de notre activité depuis quelques semaines. A priori, il n'y aura donc pas de dragage des fonds marins comme le prévoyait le projet initial, vivement contesté par les associations écologistes. Aujourd'hui, le discours de la Sopamar est plus modéré, mais les militants restent vigilants. Dans cette phase, on a rogné les principaux problèmes. En particulier, il n'y aura pas de dragage et il n'y aura pas de prélèvement de cailles, de récifs coralliens. Alors, par conséquent, naturellement, nous sommes relativement satisfaits là-dessus. Un lifting d'envergure à près de 12 millions d'euros. Reste à savoir s'il sera suffisant pour donner une nouvelle dimension à notre activité portuaire. Et ce sera justement ma première question, Jean-Rémy Villageois, sera suffisant pour donner une nouvelle dimension à notre activité portuaire, comme l'a dit Loïc Régis? Alors certainement ce ne sera pas suffisant, il y a encore beaucoup de choses à faire. Construire des infrastructures, c'est bien, c'est la base, mais après il faut pouvoir les mettre en activité et le faire de façon efficace, et c'est là qu'il y a beaucoup d'enjeux. Alors justement, qu'est-ce qui va poser problème? Qu'est-ce qui va faire peut-être qu'on pourrait ne pas être capable d'aller au bout d'utiliser ces infrastructures à bon escient? Alors les investissements répondent en fait à des questions assez fondamentales. Il faut mettre à jour le terminal, il faut le moderniser pour qu'il réponde aux enjeux du trafic maritime. Nous sommes dans une zone caraïbe qui évolue fortement, et donc les infrastructures doivent se mettre à jour, doivent être modernes, doivent être efficaces. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir les opérer de façon efficace, donc de voir au niveau des hommes, des habitudes de travail, des ouvertures du port, des choses comme ça, pour être toujours au top, pour être en fait dans la compétition caribéenne. C'est ça les enjeux. Beaucoup d'intervenants pour ces travaux d'hiver, on l'a vu, 1 an et demi a priori pour les réaliser. Ça, c'est s'il n'y a pas de grève entre-temps. La grève, c'est un peu la spécialité du port avec les dockers notamment. Est-ce que vous craignez des mouvements pendant cette période de travaux? Alors, il faut bien avouer que les ports, en général, ce n'est pas une spécificité martiniquaise, les ports sont
des zones de forte tension sociale. Encore une fois, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe, on a c'est toujours le cas en l'impression d'être un Asie. peu une exception. Voilà, nous ne sommes pas les seuls, ce n'est pas une exception martiniquaise. On a coutume de dire que c'est une chaîne portuaire. Et la chaîne, elle tient tant que tous ces maillons tiennent. Donc il faut absolument que chacun joue son rôle. Donc nous sommes solides, mais nous sommes aussi fragiles. Il faut que chaque maillon tienne. Donc la cohésion sociale, et surtout pendant les travaux, est absolument essentielle pour la réussite du projet. Comment vous faites pour la maintenir, cette cohésion sociale? Alors pour le moment, ça s'est plutôt bien passé. Il faut reconnaître que 2014, nous avons battu des records. Le port a développé son activité de plus de 20%. C'est énorme pour un port. Ça veut dire que nous avons démontré au monde que le port de Martinique savait faire du transbordement et savait le faire de façon efficace. Aujourd'hui, nous allons marquer une pause pendant les travaux. Bien entendu, nous n'allons pas avoir un trafic record cette année. Le temps de se mettre en œuvre, le temps de travailler, de réfléchir, pour pouvoir, une fois que ces travaux seront terminés, rebondir et capter ce marché. On l'a vu, vous avez finalement satisfait les écologistes. On a entendu Henri-Louis Régis de la Sopamar. Est-ce que ça veut dire que sans leur signal d'alarme, vous auriez fait des travaux dangereux pour notre écosystème? Non, absolument pas. L'objectif du projet n'est pas de satisfaire une partie ou une autre. Les enjeux écologiques sont là, nous devons les respecter. L'environnement fait partie du port, le port fait partie d'un environnement, il y a des zones naturelles qui sont à protéger, il y a des zones qu'il faut travailler. Donc voilà, le projet s'inscrit dans cette dynamique. Il y a un dialogue, il y a des échanges avec les associations, il n'y a pas que la Sopamar, il y en a d'autres. C'est ce qui a permis de faire changer le projet. Voilà, ce dialogue a commencé bien avant, le projet de port existe depuis 7 ans, donc il y a eu énormément d'échanges et de concertations. Il faut reconnaître que cette concertation s'est intensifiée ces derniers temps, tout simplement parce que un certain nombre de plongeurs ont mis en évidence une biodiversité dont nous n'avions pas idée initialement. Et le facteur déclenchant, c'est ça. Donc c'est quelque chose de révélé récemment et qu'il a fallu prendre en compte. On parle d'une certaine concurrence depuis l'avenue de François Hollande notamment entre notre grand port et celui de la Guadeloupe, qui est aussi en pleine extension, qui a d'ailleurs commencé ses travaux un peu avant nous. L'enjeu, ce sont les gros porte-conteneurs qui passeront donc par le canal de Panama quand il sera élargi. Est-ce qu'il y a véritablement une concurrence entre nos deux ports? Alors c'est une très bonne question. Les ports ont intérêt à s'entendre. Martinique et Guadeloupe reposent à peu près sur le même modèle économique, nous avons les mêmes forces, nous avons aussi un certain nombre de faiblesses et ensemble nous sommes plus forts. Donc la concurrence n'est pas entre Guadeloupe et Martinique, mais plutôt entre ports français des îles Caraïbes et les autres. C'est là que ça se joue. Et donc ensemble nous sommes plus forts pour capter un marché plus important et pour construire autour de nos forces. Et nous serons tous les deux des hubs. Oui, tout à fait. Il y a assez de place pour tout le monde, il y a assez de gâteaux pour tout le monde. Je rappelle que le marché de transbordement, c'est plusieurs millions de boîtes, de containers. Et l'ambition de Guadeloupe et de Martinique est de l'ordre de quelques centaines de milliers. Donc on est loin du compte. Merci beaucoup, Jean-Rémy Villageois, d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer tout ça. Merci bien. Merci. Puisqu'on parlait de travaux, des travaux, oui, mais en toute sécurité. C'est le message que voulait faire passer Caraïbes Moteur aujourd'hui. Tous les 2 ans, l'entreprise filiale du groupe Eurovia organise un séminaire consacré à la prévention des risques professionnels dans le BTP. Pour la 4e édition aujourd'hui, environ 200 personnes se sont rassemblées au Palais des Congrès de Madiana. Intérimaires, stagiaires, salariés, fournisseurs, tous les corps de métier du secteur ont pu participer aux ateliers. Thème cette année, le presque accident. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Guy Raphaël René. C'est ma 2e fois que je participe à cette journée et effectivement à chaque fois qu'on organise ces genres de journées au sein de l'entreprise, ça nous permet à nous de nous remettre en cause sur les actions qu'on peut mettre en œuvre pour protéger nous protéger nous dans notre travail et protéger l'ensemble des personnes qui travaillent avec nous et en fait avoir de bons résultats au sein de l'entreprise. On a constaté dans les statistiques que tout accident est précédé de presque-accident, forcément. L'idée pour nous, c'est de se dire, voilà, on va faire de la prévention. On va déjà identifier et relever et déclarer toutes nos sources de presque-accident de façon à ce qu'on puisse automatiquement, en parlant entre nous, trouver des actions correctives et puis, dans un dernier temps, communiquer à tout le monde ce qui s'est passé. De façon à ce qu'un collègue, une autre personne, cette situation qui a été identifiée ne lui arrive pas parce qu'il a déjà la connaissance de l'action à mener vis-à-vis de ce risque. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Paris
où l'écrivain haïtien Dany Laferrière est devenu aujourd'hui le premier caribéen sociétaire de l'Académie française. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite voir les préparatifs d'un défilé qui pourrait vous donner des idées pour la fête des mères avec des bijoux et des vêtements à mi-chemin entre l'Europe et l'Afrique. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, je vous le disais, c'est la plus belle reconnaissance que la France pouvait offrir à un écrivain antillais. Élu en 2013, c'est aujourd'hui que l'auteur Dany Laferrière est officiellement devenu le premier caribéen à entrer à l'Académie française. Il s'agit de la plus prestigieuse institution littéraire qui existe depuis 1635 et elle ne compte que 40 membres dont l'écrivain haïtien fait désormais partie. Il est le deuxième homme noir à être reçu sous la coupole, le premier étant Léopold Sédar Senghor, grand ami d'Aimé Césaire. Le nom du chantre de la négritude a d'ailleurs résonné une fois de plus aujourd'hui dans les murs de l'Académie lors du discours d'investiture de Dany Laferrière, un moment de vive émotion que nous racontent Éric Dupuis et Thomas Delorme. C'est la coupole la plus célèbre de France, au-dessous de laquelle a pris place ce jeudi le premier académicien originaire des Antilles, l'écrivain Dany Laferrière. Devant François Hollande et ses acolytes, le Québécois d'adoption fait transpirer par les mots sa fierté d'être entré dans la plus prestigieuse institution littéraire du monde. Ce jour-là, un homme croisé à Port-au-Prince, peut-être Legba, m'a questionné au sujet de l'immortalité des académiciens. Il semblait déçu de m'entendre dire que c'est la langue qui traverse le temps et non l'individu qui la parle, mais que cette langue ne perdurera que si elle est parlée par un assez grand nombre de gens. Après 45 minutes de discours, l'Assemblée l'ovationne. Les académiciens sont émus par cette intronisation. Dany n'est pas là sur un strapontin, il est avec nous au cœur de cette institution qui est la plus ancienne de la nation. Et ça, c'est un grand symbole, je crois. Parmi le public, trié sur le volet, plusieurs personnalités des Antilles qui soulignent le caractère symbolique de cette nouvelle entrée. Il a apporté toute sa malice, la malice haïtienne. Il a rendu hommage à toute la littérature d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est aussi la consécration à travers Dany de ce qui est le plus étonnant, c'est la vitalité littéraire, l'art de ce pays qui est extraordinairement foisonnant. L'académicien, lui, arbore dignement son épée forgée au Québec et partage son bonheur. C'est une émotion très forte. Je savais que tous les gens me regardaient, qu'ils avaient beaucoup d'amour pour moi. Je me suis dit, on peut mourir d'amour aussi. Mourir d'amour, est-ce vraiment ce qu'il faut souhaiter à cet immortel, le 726e de l'histoire? Et la culture chère à Dany Laferrière sera au programme ce soir à 20h avec Terre d'artistes. Aujourd'hui, nous irons à Ducos dans une galerie d'art toute récente couplée à une cave à vin. Son nom, Le Vin, l'Art et vous. Une fois par an, elle organise un troc d'œuvres d'art. Bien sûr, nous y étions. Voilà ce qui vous attend. Bonjour Myriam Guichard. Bonjour Fanny. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Bel endroit, l'art, le vin et vous. Le vin, l'art et vous. Le vin, l'art et vous, voilà, je ne sais jamais dans quel ordre ça va, mais c'est un très bel endroit. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? En fait, c'est une réunion de vins, de spiritueux avec le rhum vieux et également d'œuvres d'art de plusieurs artistes. Et c'est une communion de passion, en fait, entre le vin et les arts. On a Margot ici, on a Vida Verba là-bas. Comment tu choisis les artistes que tu décides d'exposer? Alors, en fait, j'ai contacté les artistes qui m'ont soutenue aussitôt, qui m'ont dit « Oui, Myriam, c'est fantastique, on adopte ton concept. » Et alors ici, il y a une fois par mois un vernissage. Je laisse totalement la boutique pour cette personne-là. Et dès le lendemain matin, je remets toutes les œuvres de tous les autres artistes. Donc ici, vous avez 15 artistes qui exposent en permanence. Donc il y a beaucoup de visibilité, beaucoup de gens qui viennent voir parce qu'ils sont fans de tel artiste ou qui veulent découvrir un autre artiste. Voilà, Terre d'artistes sur un air de Fabrice Di Falco qui vous emmènera aussi à la rencontre de Prisca Toulon-Marie-Claire, artiste peintre à découvrir à l'Atrium jusqu'au 30 mai. Plus que 2 jours donc, 2 jours également pour voir la Martinique à travers les yeux de Rio Le Château. Une balade photographique entre toiles de maître revisitées et portraits créoles modernisés. C'est à la galerie André Arsenec de l'Atrium. Voilà quelques images de ce que vous pourrez y découvrir si vous vous dépêchez.
Voilà des images signées Vianney Sotès que vous pouvez donc découvrir à l'Atrium, Galerie André Arseneck jusqu'au 30 mai, c'est très bientôt. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Fort-de-France où une jeune fille a sauté d'un bus ce midi. Selon la CFTU, sa demande d'arrêt n'a pas été prise en compte à cause d'une bande de collégiens qui appuyaient de manière intempestive sur le bouton d'arrêt. Elle ne se serait pas présentée au chauffeur pour insister, alors que celui-ci s'arrêtait près d'un véhicule de police pour demander aux autorités de calmer les jeunes passagers turbulents. Elle aurait sauté par la fenêtre. La jeune fille se serait légèrement blessée en retombant. Elle a rapidement été prise en charge par les pompiers. En bref, un œil comme chaque jour sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de Bureau-Vallée et la grande récré à Cocotte à Ducos de 13h à 18h. Si vous êtes plutôt du matin, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. Plus que 3 jours pour trouver un cadeau à vos mamans. Difficile de trouver quelque chose de plus original que l'année dernière. De l'originalité, c'est exactement ce que propose Gabrielle au quartier Florindre, au Lamentin. Elle confectionne des vêtements et des bijoux mêlant tissu africain et mode européenne. Un travail qu'elle présentera lors de son défilé samedi soir. Évidemment, nos VIP, Hubert Bornil et Michelet François, ont pu le découvrir en avant-première. Regardez. Bon pour la plage, mais plutôt pour la jante féminine. Nous allons voir la collection de Gabrielle. Cela fait 1 an à peine, 2 ans qu'elle s'est lancée dans la couture. Et puis elle sort sa toute première collection intitulée Made in Africa. D'ailleurs, son prochain défilé aura lieu bientôt. On peut aussi la porter comme ça, la robe. Tu vas être obligé, hein, parce que c'est comme ça qu'elle doit se porter normalement. Tu le sais. Minutieuse, Gabrielle ne compte pas les heures de travail en ce moment. La jeune femme a un seul objectif en tête, faire en sorte que ses modèles retiennent l'attention du public. Ce sera son tout premier défilé, alors tout doit être parfait. Ça m'est venu depuis 1 an et demi, 2 ans bientôt, en période de chômage. N'ayant rien à faire, je me suis lancée dans la couture, dans la déco, dans les fabrications de bijoux et de sacs, un petit peu de tout. Avant de se mettre à la couture, la jeune dame a connu d'autres expériences professionnelles. Aujourd'hui, son rêve est de lancer un style qui soit à mi-chemin entre l'Afrique et l'Europe. Je veux faire comprendre aux gens que le tissu africain n'est pas fait seulement pour faire des boubous. On peut être à la mode, sexy, en s'habillant avec du tissu africain. Je veux entrer cette mode, en fait, entrer le tissu en Martinique pour faire comprendre aux gens que c'est pas Afrique boubou. Histoire de se donner toutes les chances de réussite, elle accepte volontiers la précieuse collaboration de quelques copines. Et la solidarité féminine, on sait ce que c'est. Voilà donc la première collection de Gabrielle. On la voit à la fin du mois au Robert, à l'occasion d'une soirée de présentation, bien sûr. Vous y serez. On termine ce journal avec un clin d'œil à Pascal Tanguy, meilleur ouvrier de France, traiteur charcutier. Il a travaillé dans de nombreux établissements prestigieux comme le Hilton ou le nôtre. De passage en Martinique, il a réalisé quelques sandwichs basés sur un mélange de nos saveurs locales. Ce matin, c'est dans la cuisine d'une boulangerie-pâtisserie du Lamentin qu'il s'est exercé. Parmi les gourmandises présentées, un subtil encas crevette chorizo, des recettes innovantes qui ont ravi les clients et qui vous donneront peut-être des idées pour ce soir. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.